Je veux bien te croire sur parole, mais si je m'aperçois que tu as menti... Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va rendre hommage à une de mes séries préférées des années 80. Alors bouclez votre ceinture, on part en pick-up GMC, direction Hollywood, avec un nouvel épisode de Rétropop consacré à l'homme qui tombe à pic. Allez, viens, on y va. Les cascadeurs ont toujours été le parent pauvre du cinéma et de la télévision. Il faudra même attendre 1975 et le film Rollerball pour qu'une section à part entière leur soit enfin dédiée dans les crédits du générique d'un grand film hollywoodien. Rollerball et quelques autres avant lui ont ainsi contribué à ce que le public commence à s'intéresser à leur travail. Et la fin des années 70 marque même un véritable âge d'or pour les cascadeurs au cinéma. En France, le travail de Rémi Julienne et les exploits de Jean-Paul Belmondo captivent les spectateurs, tandis qu'aux USA, le cascadeur Evel Knievel remplit des stades entiers. Et des films comme La Fureur du danger avec Burt Reynolds rendent de vibrants hommages à la profession. Un nouvel engouement pour ces héros de l'ombre qui va inciter le producteur Glenn Larson à créer une série se déroulant dans l'univers des cascadeurs. Glenn Larson, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est l'un des producteurs les plus prolifiques de la télévision, qui avait déjà à son crédit des séries comme Battlestar Galactica, Buck Rogers et Magnum, et qui créera plus tard les séries K2000 et Manimal. Mais le véritable déclic menant à la création de L'Homme qui tombe à pic a lieu en 1980 dans sa maison d'Hawaï, alors que son ami David Somerville prend une guitare et interprète l'une des chansons encore inconnues de son répertoire. In 1979, I wrote a theme for a CBS television special about stuntmen. There I was a year later as a guest of my friend Glenn Larson in Hawaii. And I had one song in my guitar case. And I was off in the corner singing this tune to myself. And he wandered by and said, "What are you singing?" I might fall from a tall building, I might roll a brand new car, 'cause I'm the unknown stuntman that makes Redford such a star. By the time I'd finished, he'd gotten the idea for a television show about stuntmen. We took this idea of this song, and instead of going in and pitching anything, we just went in and sang the song. Actually, I opened the meeting with the song that we had written, which was then retitled to be the Ballad of the Unknown Stuntman. 'Cause I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine. At the end of the singing of the song, I said, go write the pilot. Although Glenn had nothing on paper. It was probably the most perfect pitch and the most easy pitch I've ever had in my life. Et pour ce pilote commandé par la chaîne ABC, la production sera confiée au studio de la 20th Century Fox. L'homme qui tombe à pic, c'est Colt Seavers, un cascadeur professionnel qui s'adonne à l'activité de chasseur de primes pour arrondir ses fins de mois. Car comme l'explique très justement le pilote, et malgré les risques insensés pris par les cascadeurs, personne ne fait fortune dans le métier. Est-ce que tu veux me dire qu'on ne se fait pas un maxi pour passer au travers du feu? Oh, si, je peux me faire 5000 $ dans la journée. Ça n'arrive qu'une fois de temps en temps. Le reste du temps, c'est quelques centaines par-ci, quelques centaines par-là. En tout cas, c'est pas la peine de passer 7 ans à l'école pour gagner ça. Le pilote détaille aussi très bien les lois américaines qui permettent à un citoyen comme Colt de traquer et d'arrêter les fugitifs qui transgressent leur liberté sous caution. Si tu regardes dans la boîte à gants, tu trouveras une loi fédérale qui définit les restrictions légales dans la poursuite d'un dangereux fugitif. Comment sais-tu que j'allais te poser cette question? Parce que tout le monde pose cette question. Comment se fait-il qu'un simple citoyen aille dans des endroits et fasse des choses que la police ne peut pas? Tout est dans la loi qui se trouve sur ce bout de papier. Ah oui, si je comprends bien, t'as pas besoin d'un mandat d'arrêt en règle ni de rien d'autre. Non, et c'est une bonne chose, parce que les fugitifs n'attendent pas que tu ailles chercher les flics. Colt Seavers réside dans un chalet situé sur les hauteurs de Los Angeles. Une demeure certes modeste, mais qui dispose d'une vue imprenable sur la ville et surtout d'une baignoire en plein air. Il est accompagné dans ses aventures par ses deux amis et collègues cascadeurs. Le cousin Howard, présenté au début de la série comme le bouffon de l'équipe, inexpérimenté, maladroit et dragueur compulsif. Colt, d'une dizaine d'années son aîné, constitue pour Howard un modèle à suivre. Ils partagent néanmoins un talent en commun, celui de s'attirer systématiquement des ennuis. Pourquoi on se retrouve dans ce pétrin?
Et bien sûr, celle que vous attendez tous, la magnifique Jodie Banks, dont l'apparition en bikini dans le générique a définitivement imprimé la rétine des fans de la série. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tu risques de mourir de froid dans l'avion. Et dans 30 secondes, Howard va commencer à baver partout. Elle est introduite dans le pilote comme l'employée de Colt, mais elle aussi est une cascadeuse qui n'a pas froid aux yeux. Car contrairement à l'image réductrice que certains aiment lui coller, Jodie n'est pas qu'un simple sex symbole qui passe ses journées en bikini. Jodie est dépeinte comme une sorte de garçon manqué au caractère bien trempé qui n'hésite pas à remettre les hommes à leur place. La formule de l'homme qui tombe à pic, c'est avant tout de l'action, avec des cascades bien sûr, du fun, de l'autodérision et un défilé constant de jolies filles. Mais la force de la série repose aussi et surtout sur un casting 5 étoiles avec un trio d'acteurs charismatiques. Colt Seavers est interprété par Lee Majors. Il a 42 ans lorsqu'il rejoint la série et est déjà une vedette du petit écran qui avait joué dans plusieurs séries de western comme La Grande Vallée ou Le Virginien. Mais il était surtout devenu une star mondiale grâce au personnage de Steve Austin qu'il a incarné durant les 5 saisons de L'Homme qui valait 3 milliards. Depuis 1978 et l'arrêt du programme, il est à la recherche d'un nouveau rôle qui lui permettra de se défaire de l'étiquette de l'homme bionique qui lui colle un peu trop à la peau. Glenn Larson, qui avait produit les 2 premiers téléfilms de L'Homme qui valait 3 milliards, le croise dans un aéroport et lui propose le premier rôle. L'affaire se conclut rapidement et Lee Majors obtiendra même le poste de coproducteur et un contrôle sur presque toutes les décisions artistiques qui seront prises sur la série. Howard Munson est interprété par Douglas Barr, un jeune acteur de 32 ans qui venait tout juste de faire une apparition dans un épisode de L'Île Fantastique et qui avait obtenu un des rôles principaux de la série When the Whistle Blows, annulée après 10 épisodes. Heather Thomas, alors âgée de 24 ans, incarne quant à elle Jodie Banks. Elle est dès le début le choix numéro 1 de Glenn Larson qui lui avait déjà confié des rôles de guest dans plusieurs de ses séries. Son principal fait d'armes était alors d'avoir intégré le casting principal de la sitcom Coed Fever sur CBS, qui sera malheureusement elle aussi annulée après seulement 8 épisodes. It's for me. Oh, hi, Bob. It's bingo tonight. Is that Bob for the bakery? Oh, no, I think I'd rather go dancing. Then we can take a slow drive. Enfin, l'actrice Joanne Flugg fait elle aussi partie du casting régulier de la première saison. Elle incarne Suspense, l'intermédiaire qui fournit à Colt les contrats de chasseur de primes. Elle avait été la voix de la femme invisible dans le dessin animé Les 4 Fantastiques et avait fait des apparitions dans pas mal de séries dont Chérie fais-moi peur, Drôle de dame ou Chips. Voilà pour le casting de la première saison, mais impossible pour moi de ne pas citer aussi Markie Post qui, même si elle n'arrivera qu'à partir de la 2e saison, a elle aussi marqué durablement la série. Elle s'était jusque-là surtout faite remarquer pour ses rôles de guest dans Buck Rogers, Chips, L'Incroyable Hulk ou La Croisière s'amuse. Du côté des guest stars, on est plutôt bien servi. La série évoluant dans le milieu hollywoodien, certains acteurs sont venus y faire une apparition dans leur propre rôle, notamment James Coburn, William Conrad, Hervé Vilches, Tom Selleck et même Lou Ferrigno sur le tournage de L'Incroyable Hulk. Faudrait les enfermer, ces gars-là. Salut, Colt. Salut, Hervé. Et quand est-ce que tu vas rétrécir assez pour me doubler dans mes cascades? Colt? Colt Seavers, c'est bien vous? Salut, Tom. Est-ce que le Magnum marche? Oui, du tonnerre, ça marche bien. T'as un autre mec de caché dans un coin. Ah, c'est ça, hein? Eh ben, ça va être sa fête à ce type d'essayer de me prendre ma nana. Parmi les autres guest stars qui se sont succédés, on peut citer aussi Robert Wagner de L'Amour du risque, le catcheur André le Géant, Richard Kiel, l'emblématique méchant requin de la saga James Bond, Brian Leary de Chips, Heather Locklear de la série Hooker, Melody Anderson de Flash Gordon et Manimal, Michael D. Roberts vu aussi dans Manimal,
Jack Ging de l'agence de risque et Riptide, Tracy Scoggins qui apparaîtra plus tard dans Lois et Clark, Priscilla Presley, la fille du Ting, Tony Curtis de Amicalement Vôtre, Eric Stoltz, celui qui aurait dû être Marty McFly avant de se faire virer du tournage de Retour vers le futur, Lindsay Wagner alias Super Jamie, Ted Lange de La Croisière s'amuse, le boxeur Sugar Ray Robinson, David Carradine, la star de Kung Fu et Kill Bill, un très jeune Joachim Phoenix, Farrah Fawcett, l'ex-femme de Lee Majors, venue d'ailleurs faire une apparition pour montrer à la presse et au public qu'ils étaient restés en bons termes après leur rupture, Jack Black, dont il devait s'agir de sa toute première apparition à l'écran, et un épisode à la gloire de William Conrad et Mike Connors des séries Canon et Mannix. Et ce n'est là qu'une sélection toute personnelle parmi la liste impressionnante de guest stars apparus dans la série. Car j'aurais pu aussi citer Elvira, Geoffrey Lewis, Branscombe Richmond, Scott Baio, Dana Elcar, Forest Whitaker, Andrew Prine, Don Galloway, Ron Perlman, Doug McClure ou encore Frank Gorshin. Si on se rappelle de L'homme qui tombe à pic, c'est aussi pour l'emblématique pick-up GMC conduit par Colt Sievers. Un GMC K25 de 1980 pour les 2 premières saisons, puis un K2500 Sierra Grande Whiteside de 1982 pour les suivantes. Pour les cascades, la production a utilisé un modèle de 1977 spécialement modifié pour l'occasion. Le moteur et différentes pièces furent ainsi déplacées au centre du véhicule afin de ne pas les endommager lors des sauts. Les essieux et les suspensions ont été renforcés et afin que les trajectoires aériennes soient parfaites, le pick-up a été lesté de plus de 350 kg de plomb. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille le site voituresdefilm.fr d'où j'ai tiré certaines de mes informations. A noter aussi que le logo imprimé sur le capot est celui de la Fall Guy Stuntman Association, l'association des cascadeurs américains, que l'on retrouve également parfois sur la casquette et le blouson de Colt. Mais ce pick-up n'est pas le seul véhicule récurrent de la série. Jody dispose également d'une magnifique Pontiac Firebird de couleur blanche. Quant à Howard, il n'est jamais associé à un véhicule en particulier et n'a de toute façon jamais pu garder une voiture très longtemps sans qu'elle finisse détruite. Oh, c'est pas vrai! Non! Non! T'emballe pas, y a que 3 noms. 2 pare-chocs et une portière. Oh, quand je pense que je n'ai même pas eu l'occasion de mettre le contact. Impossible de parler de L'homme qui tombe à pic sans parler des cascadeurs. Les acteurs ont réalisé quelques-unes de leurs cascades, mais uniquement celles qui ne présentaient aucun risque. L'essentiel étant réalisé par la crème des cascadeurs de l'époque. Mais pas seulement, puisqu'on dit que sous l'impulsion de Lee Majors, la série aurait donné du travail à tous les cascadeurs encore en activité dans le pays. Lee Majors en aurait même sorti quelques-uns de leur retraite pour qu'ils participent eux aussi à un épisode. Les doublures officielles des acteurs étaient Mickey Gilbert pour Lee Majors, qui était déjà sa doublure sur L'homme qui valait 3 milliards. Il est une véritable légende dans le milieu et était aussi la doublure officielle de Robert Redford. Et Debbie Porter pour Heather Thomas, qui est aussi crédité sur plusieurs épisodes de la saga Freddy et sur Robocop 2. Il semblerait que Douglas Barr était doublé par plusieurs cascadeurs et n'avait pas de doublure attitrée. Chaque épisode mettait en scène des cascades spectaculaires plus que dans n'importe quelle autre série, repoussant les limites de l'exercice. La production ne lésinait pas non plus sur les explosions. Et on peut d'ailleurs se demander si tout le budget ne partait pas dans les cascades et la pyrotechnie, tant certains effets spéciaux paraissent désuets avec une utilisation des fonds verts qui, même à l'époque sur nos vieux écrans cathodiques, avaient bien du mal à donner le change. L'homme qui tombe à pic est aussi une série qui se veut être un hommage au cinéma hollywoodien, avec une particularité, celle d'intégrer énormément d'images issues d'anciens films de la 20th Century Fox. Notamment dans son générique d'introduction avec des scènes de Trans-America Express ou encore Butch Cassidy et le Kid. Beaucoup d'épisodes, surtout lors des 2 premières saisons, démarraient sur le tournage d'un film qui rejouait à l'identique des scènes de grands classiques du cinéma, en mixant des reshoots et des images d'archives. Et ça, il fallait avoir une sacrée culture cinématographique à l'époque pour s'en apercevoir. Comme ici avec le film La Kermesse des Aigles avec Robert Redford et Susan Sarandon. Beaucoup d'épisodes étaient également pensés comme un pastiche d'un genre cinématographique en particulier. Action, aventure, science-fiction, film de guerre, film d'épouvante ou d'espionnage.
L'épisode Le Roi des Cowboys de la saison 3 est quant à lui un hommage au film de western des années 30 et 40, et plus particulièrement à la carrière de l'acteur Roy Rogers qui a participé à 2 épisodes de la série. On a déjà parlé de la façon dont la chanson The Unknown Stuntman a été le point de départ de la création de L'Homme qui tombe à pic, mais il est important de noter que ce n'est pas son auteur, mais bien Lee Majors, qui la chante dans le générique d'introduction de la série. Il a d'ailleurs changé une partie des paroles pour y ajouter des éléments très personnels, comme l'évocation de sa relation avec Farrah Fawcett. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah. I've never been with anything less than a 9. So fine, I've been on fire. The Unknown Stuntman devient rapidement un hit, pas seulement aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Was actually a hit record in Germany. I don't know why, but everybody has a hit in Germany. You know, David Hasselhoff had a hit in Germany, a #1. I had a #1 in Germany. I guess they just don't know much about music over there. Les autres musiques que l'on peut entendre dans la série proviennent de plusieurs compositeurs différents, notamment Stu Phillips, qui est l'auteur du générique de K2000, Morton Stevens, qui a composé celui de Hawaii Police d'État, ou encore Dennis McCarthy, dont on a déjà parlé sur les rétropop, consacré à la série V, et Parker Lewis ne perd jamais. Le premier épisode de L'Homme qui tombe à pic est diffusé le 4 novembre 1981 en prime time sur la chaîne ABC. This fall, Lee Majors takes it to the limit. Who are you? Burt Reynolds. You ain't Burt Reynolds. Lee Majors returns to television as Hollywood's craziest crash artist and hottest stuntman. Sometimes I'm Robert Redford. Catching his spirit of action and adventure, Fall Guy. Le retour de Lee Majors fait bien évidemment la une des journaux, mais avant même sa diffusion, une partie de la presse défonce le programme, pointant du doigt les piètres qualités d'acteur de sa star. La série est positionnée en face de Drôle de vie, le spin-off d'Arnold et Willy, qui est alors l'un des shows les plus populaires de NBC. Mais au fil des diffusions, L'Homme qui tombe à pic parvient presque à faire jeu égal, réunissant 19% de téléspectateurs sur ce créneau du mercredi et terminant à une honorable 26e place des programmes de l'année. Et cette réussite, on la doit à Glenn Larson, mais aussi à Lee Majors, tant son implication totale dans la production est visible dès cette première saison. Désireux de démystifier son image de héros sans faille, c'est lui qui a construit le personnage de Colt Seavers avec ce côté parfois ridicule et maladroit qui tranche radicalement avec la personnalité d'un Steve Austin. Grand fan de western depuis sa tendre enfance et ayant lui-même débuté dans ce genre en particulier, on lui doit aussi en partie ce côté western moderne très présent avec les rigs de saloon qui dégénèrent en bagarre générale. ABC renouvelle la série pour une 2e saison, mais quelques changements vont tout de même être opérés. La production décide de mettre l'accent sur l'action et l'humour, avec aussi plus de cascades et un maximum d'explosions. Joanne Flugg quitte la série et est remplacée par Markie Post qui interprète Terry Michaels. Son rôle est en fait le même puisque c'est elle qui fournit à Colt les contrats de chasseur de primes. Mais Markie Post s'intègre beaucoup mieux dans la dynamique de l'équipe. Elle est le prototype de la femme des années 80. Plus sexy, plus drôle, plus énergique, en 2 mots, bien meilleure. Et tous ces changements vont s'avérer payants puisque L'Homme qui tombe à pic va intégrer le top 15 des émissions les plus populaires. Mais au cours du tournage de la 3e saison, un accident va venir entacher la production de la série. Le cascadeur Larry Holt perd le contrôle d'une Jeep et percute 9 personnes de l'équipe technique faisant 3 blessés graves. Mais cet incident ne freine pas la popularité de L'Homme qui tombe à pic. La série cartonne à l'international et les 3 acteurs principaux font la une des magazines de la planète. Heather Thomas fera même une incursion au cinéma dans le surdoué de la promo aux côtés de Scott Baio, tandis que Lee Majors obtient sa propre étoile sur Hollywood Boulevard. La 4e saison marquera ensuite une légère baisse des audiences. La formule action, cascade, humour commence à montrer ses limites, tandis que de nouvelles séries comme le Cosby Show soufflent un vent frais sur la grille des programmes.
Dans les coulisses, si l'ambiance est au beau fixe, la jeune Heather Thomas ne parvient plus à cacher sa consommation excessive de cocaïne. Elle s'évanouit à plusieurs reprises sur le plateau devant Lee Majors qui contactera sa mère pour l'alerter de son état. Durant cette période, Heather Thomas est aussi victime de harcèlement de la part de fans obsessionnels qui tentent de pénétrer chez elle durant la nuit. Au cours de cette même saison, Lee Majors crée et présente la première cérémonie des Stuntman Awards qui récompense les meilleures scènes de cascade au cinéma et à la télévision. Le flic de Beverly Hills, l'agence touriste et bien sûr l'homme qui tombe à pic seront notamment récompensés. Malgré des audiences sur le déclin, la série est tout de même renouvelée pour une nouvelle saison. Mais cette fois-ci, ce sera sans Marky Post qui quitte le navire pour rejoindre le casting de Tribunal de nuit sur NBC. Nedra Volz, qu'on a vu entre autres dans Arnold et Willy, est alors appelée pour la remplacer, même si elle disparaîtra au fil des épisodes. Mais le tournage de cette 5e saison est marqué par un nouveau drame sur le plateau. Une voiture qui devait sauter au-dessus d'un camion s'écrase sur 2 membres de l'équipe et prend feu. Une nouvelle tragédie qui commence sérieusement à peser sur l'équipe. An accident during location filming of ABC's The Fall Guy left 3 people injured. A stuntman was severely burned and 2 members of the camera crew suffered broken legs after a car successfully jumped a truck, then went out of control. L'homme qui tombe à pic, qui a cédé son créneau du mercredi à la nouvelle série MacGyver, est déplacé sur la case du jeudi soir en face de Magnum sur CBS et du Cosby Show sur NBC. Un changement de programmation qui s'avérera catastrophique. La série est ensuite déplacée le samedi puis le vendredi, mais rien n'y fait. L'homme qui tombe à pic se prend raclée sur raclée. Le public se détourne définitivement du programme qui oscille à présent entre la 60e et la 70e place du classement hebdomadaire. ABC annule alors la série dont le 112e et dernier épisode sera diffusé le 2 mai 1986. En France, la série a été diffusée à partir du 19 septembre 1982 dans l'émission Dimanche Martin sur Antenne 2. Elle a ensuite été rediffusée dès 1990 sur la 5, puis en 1992 sur France 3 et 1995 sur TF1. Elle a été rediffusée plus tard sur TV Braise, 13e rue et Direct 8. Pour la VF, comme il était de coutume à l'époque, le générique a été réécrit dans la langue de Molière. On peut apercevoir le nom de Lionel Leroy sur la pochette du 45 tours, un pseudonyme derrière lequel se cache souvent le chanteur Yves Martin. Mais c'est en réalité le célèbre producteur Haïm Saban qui est le véritable interprète de la chanson. Ce n'est que bien des années plus tard qu'Yves Martin s'expliquera sur les raisons de cet imbroglio. L'homme qui tombe à pic, c'est le dernier. Je suis arrivé en studio et j'ai pas voulu le faire. J'en avais marre, quoi. J'avais plus envie. Je vivais à Los Angeles, je voulais retourner à Paris. J'avais fait d'autres choses, comme Chacun fait ce qui lui plaît, comme des chansons pour d'autres gens et tout machin. J'avais d'autres projets et je voulais plus chanter ça. Voilà. Et puis cette chanson, particulièrement, ce qui est invraisemblable, c'est que cette chanson me faisait profondément chier, quoi. Et là, Saban m'a dit, mais tu sers à rien. Moi, je vais te montrer, je vais le chanter moi-même. Et c'est Saban qui chante. Il l'a prouvé, parce qu'il y a des tas de mecs qui auraient pu le dire, mais ne pas le faire. Lui, il l'a fait, ce qui prouve que c'est un grand bonhomme. Lee Majors est doublé en VF par Marc Desjorghi, Douglas Barr par Hervé Bellone et Heather Thomas par Dorothée Djema puis Martin Irzensky. Malgré la très grande popularité du programme en France, aucune édition en VHS ou DVD n'a été commercialisée chez nous à ce jour. Mais preuve que L'homme qui tombe à pic a marqué les esprits chez nous, on retrouve plusieurs références à la série dans le rap français des années 90, notamment chez Ménélique, MC Solar et Shuriken. Elles ont toutes de belles plastiques, je m'arme de mon plastique. On m'appelle pas pour rien l'homme qui tombe à pic. Je cherche votre bonheur, je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Si quelques litres, on joue à l'homme qui tombe à pic pour briser le cycle. Les cascades sont pas doublées, dérapage incontrôlé. Le merchandising autour de L'homme qui tombe à pic a été particulièrement impressionnant, surtout aux États-Unis avec des action figures, plusieurs véhicules parmi lesquels le pick-up de Colt évidemment, mais aussi la Pontiac Firebird de Jody, le 45 tours du générique, des lunchbox, un jeu de plateau, des jeux de tir, des puzzles, des décalcomanies et même des frisbees. Des annuals sont également sortis en Angleterre, tandis que le magazine Lookin' a publié une adaptation des aventures de Colt Seavers en bande dessinée. Seules les 2 premières saisons de la série ont été distribuées en DVD, notamment aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne.
En raison de problèmes de droit sur les musiques, certaines scènes ont vu leur bande-son modifiée et certains passages ont même été carrément supprimés. Et il semblerait que ces difficultés liées aux droits voisins ont définitivement découragé Universal, l'actuel détenteur des droits d'exploitation de la série, de commercialiser la suite. Un jeu vidéo adapté de la série a également été développé pour les plateformes Commodore 64 et ZX Spectrum. Le joueur y incarne un cascadeur en plein tournage qui doit sauter d'une plateforme à une autre en évitant différents pièges comme des oiseaux ou des tirs de missiles. Si le joueur heurte un obstacle ou rate ses sauts, il doit alors refaire la prise et plus le joueur réalise de prises, plus il dépense de l'argent en coûts de production. Le développement d'une autre adaptation pour Atari 2600 et ColecoVision avait été commencé, mais le projet a finalement été annulé. Après l'arrêt de la série, Lee Majors réendosse le costume de Steve Austin dans 3 téléfilms dérivés de L'homme qui valait 3 milliards, sortis entre 1987 et 1994. Il tourne aussi plusieurs films au cinéma, comme Keaton's Cop, fera quelques apparitions dans L'Enfer du Devoir, mais retrouvera surtout le devant de la scène en 1992 en devenant la co-star de la série Raven qui durera 2 saisons. On le reverra ensuite brièvement en 2003 dans la série Jack 2.0, dans 3 épisodes de la suite de la série Dallas en 2013 et 8 épisodes de Ash vs Evil Dead entre 2016 et 2018. Douglas Barr retrouvera immédiatement un rôle marquant dans la série Le Magicien en 1986. Mais malheureusement, contrairement à chez nous, la série a fait un flop aux États-Unis et ne sera pas renouvelée pour une 2e saison. Il fera ensuite quelques apparitions à la télévision jusqu'en 1994, avant de se consacrer exclusivement à l'écriture et à la réalisation. Dès la fin de la série en 1986, Heather Thomas fait face à un divorce compliqué. Et durant la même période, elle se fait renverser par une voiture. Elle a souffert de multiples fractures aux jambes et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales lourdes avec plusieurs mois de rééducation. Une fois remise sur pied, elle aurait entamé une cure de désintoxication, mais cela ne l'a pas empêchée de continuer à tourner. Elle a notamment incarné Marilyn Monroe dans la mini-série Hoover vs. The Kennedys, The Second Civil War. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Mais Heather Thomas n'a jamais vraiment réussi à se défaire de son image de femme-objet qu'elle a d'ailleurs elle-même entretenue en commercialisant des posters en tenue très légère. Entre 1987 et 1990, elle a aussi fait des choix de carrière hasardeux en participant à plusieurs films que l'on pourrait qualifier de navets. Notamment Les 12 salopards numéro 4, Virus Vampire et mon préféré Cyclone. Our next guest is probably best remembered for her work on the television series The Fall Guy, but she is also known in the industry as the queen of the pinup posters. She can be seen in a brand new movie called Cyclone. Please welcome one fabulous babe, Heather Thomas. Thank you very much for being here. Now, is this true? You're the queen of the posters? The pinup posters? But yeah. Do you, how many of these have you done? Those 3. I don't know if we can get a shot of this. And what do these go for? Those about $4.95. My gosh. And who buys these? What exactly? Is this just everybody or is it one specific kind of... You know, 13-year-old inmates. They're just country. Nothing shows. Yeah. And did you tell us what the price of these things are? Yeah, $4.95. $4.95. And you make a lot of money that way, don't you? Yeah. Yeah. Pretty exciting. Pretty nice deal. Well, you know, it's like a sort of a actualization of a misdirected need for acceptance. You know. You think that's what it is? Yeah. Now, how long ago? Now, The Fall Guy is not on ABC now, is it? Right. How long was it on the air? It was on 5 years. 5 years. And you were what in The Fall Guy? You were the... I played Jody the stunt girl. Jody the stunt girl. Yes. And you were always in a bikini, weren't you? They had a joke about keeping me in a bikini, you know, because with my character, Lee was the star, and my character was sort of the sidekick. But what they did was, there was a running joke with one of the producers on how many times they could get me in a bikini.
So they had me in a bikini on motorcycles and on horses and all this other stuff. I think the worst time was when I was parachuting in a bikini because... And tell me about the movie you're working on now. This is Cyclone, or was that you finished that? No, one? I just finished Cyclone. What kind of movie is that? It was a movie when your money's frozen in a divorce that you need to pay your lawyers for. Now this is show business right here, isn't it? Heather Thomas a continué de subir les attaques de détraqués obsédés et obtient notamment une injonction auprès d'un homme qui avait écrit un script pour elle et la menaçait de la tuer. Au milieu des années 90, elle tire avec une arme à feu sur un autre homme qui s'est introduit par effraction à son domicile durant la nuit. Elle décide finalement d'arrêter sa carrière d'actrice en 1998 pour protéger sa famille. Et c'est à l'écriture de scénarios et de films qu'elle consacre désormais tout son temps. Malgré l'énorme succès qu'a été la série durant les années 80, L'homme qui tombe à pic semblait avoir été quelque peu oublié du grand public. Au début des années 2000, quelques timides rumeurs autour d'une adaptation ciné ont circulé avec George Clooney et Jason Statham dans les rôles respectifs de Colt et Howard. Mais on sait bien que ce type de projet finit généralement au fond d'un tiroir poussiéreux. Je pense notamment au Manimal de Will Ferrell ou à L'homme qui valait 3 milliards de Mark Wahlberg. Et pourtant, en 2022, à la surprise générale, Universal confirme la sortie du film prévue 2 ans plus tard. Au casting de cette super production à 125 millions de dollars, on retrouve Ryan Gosling dans le rôle de Colt Seavers, ainsi qu'Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson et Winston Duke qui interprètent des personnages non présents dans la série. Vous l'avez compris, il s'agit ici d'une adaptation qui prend ses distances avec son modèle des années 80. Et constitue même pour certains un véritable doigt d'honneur aux fans de la série. Si le personnage interprété par Emily Blunt porte bien le prénom de Jodie, elle n'a aucun rapport avec Jodie Banks. Le cousin Howard est malheureusement lui aussi aux abonnés absents. On notera que l'époque a bien changé puisque c'est Ryan Gosling qui est sexualisé dans une scène de la bande-annonce, tandis que les femmes se délèguent de son corps musclé. The Fall Guy n'a pas rencontré un grand succès au cinéma, mais il y a en tout cas une chose que partage le film avec la série, c'est qu'il est lui aussi une déclaration d'amour au métier de cascadeur. Les effets spéciaux ont ainsi été réalisés à l'ancienne avec des practical effects et des séquences d'action chorégraphiées au millimètre. A noter aussi que Lee Majors et Heather Thomas y sont venus faire une courte apparition. Allez, on se quitte avec quelques anecdotes qui tombent à pic. Le nom original de la série The Fall Guy contient un double sens. Dans le jargon des cascadeurs, il est le nom donné aux spécialistes des sauts et des chutes spectaculaires. Mais il est aussi un mot d'argot américain qui désigne celui qui prend les coups ou les ennuis à la place d'un autre, celui qu'on envoie au casse-pipe. Ce qui correspond plutôt bien à la position de Colt qui se retrouve régulièrement dans le pétrin. Le chalet de Colt Seavers appartenait en réalité à David Somerville, qui a composé la chanson du générique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la baignoire dans son jardin n'est pas une invention de la série, puisqu'elle était déjà présente avant la production de L'homme qui tombe à pic. Dans l'épisode 2 de la saison 3, Colt, Howard et Jodie rencontrent les héros de l'éphémère série Trauma Center, dans laquelle joue Lou Ferrigno, l'acteur qui incarne l'incroyable Hulk. Un crossover en 2 parties qui se poursuit dans le 2e épisode de la série Trauma Center. En 2006, Lee Majors a repris son rôle de Colt Seavers à l'occasion d'une publicité pour la Honda CR-V avec énormément de références à la série. Le film Deadpool sorti en 2016 dissimule un clin d'œil à L'homme qui tombe à pic puisqu'on peut y apercevoir furtivement une lunchbox à l'effigie de la série. Merci à tous d'avoir suivi cette rétrospective consacrée à L'homme qui tombe à pic. Je voudrais en profiter pour remercier tous les abonnés de la chaîne. Vous êtes chaque jour plus nombreux et ça fait hyper plaisir. Et j'aimerais citer tout particulièrement les 4 abonnés qui participent le plus dans l'espace commentaire. Manowan, Stéphane H, Lionel Rosière et Gabriel D. Et franchement, merci les gars parce que vous participez vous aussi d'une certaine manière à la croissance de la chaîne. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.